Aujourd'hui, retenez qu'en quittant ici, que chacun se dise que je suis start-up. Moi, M. Daniel Lebon, je suis le champion bien sûr, je suis aussi start-up. On peut essayer maintenant de comprendre c'est quoi start-up. Nous prenons la première partie, start. Deuxième partie, top. Très souvent, le mot anglais, un groupe de mots anglais, donne toujours une seule définition. Ça ne donne pas deux définitions. Nous prenons d'abord start, qui veut dire commencement. Start. To start veut dire commencer, débuter. Quand on dit start, ça veut dire début, commencement. Là, il n'y a pas de problème. Nous évoluons. Start-up, qui est-ce? C'est qui une start-up? Une start-up, première définition, une start-up est une entreprise qui teste un produit sur un marché pour essayer de se développer. Là, on parle d'une start-up. Une entreprise qui teste son produit sur les marchés, bien sûr après avoir fait une étude des marchés, dans l'objectif de se développer. Deuxième définition, quand on parle du start-up, dans cette personne-là, ou dans cette entreprise-là, il y a une idée. L'idée qui est là, c'est l'idée de croissance, l'idée d'ambition. Pour dire qu'une fois que vous quitterez ici, vous devez avoir une idée d'ambition, une idée de croître, une idée de monter, l'idée de progresser, l'idée d'aller plus loin. Ne soyez pas seulement sur place. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui a dit, qui m'a parlé de l'eau stagnante. Quelles sont les conséquences de l'eau stagnante? L'eau qui reste sur place. Oui? Oui? Ça produit quoi cette eau-là? L'eau stagnante, premièrement, produit des moustiques. Deuxièmement, ça pue, ça dégage l'odeur. Or, dans la science, on nous a appris que l'eau est inodore. L'eau stagnante prend une autre couleur. Or, dans la science, on nous a appris que l'eau est incolore. Si on vous présentait l'eau stagnante dans un gobelet, on vous dit, est-ce que vous pouvez boire ça? Vous allez dire, non, mais cette eau, je ne peux pas boire. Mais sachez bien que l'eau qui coule, cette eau change. Cette eau se nettoie de soi-même. Chaque fois qu'il y a écoulement de l'eau, chaque fois que l'eau ne stagne pas, sachez bien que cette eau est pure, cette eau est propre. Dans votre vie, parce que je viens de vous dire qu'une start-up doit avoir toujours l'ambition de croître, l'ambition d'évoluer, de progresser. Ne soyez jamais l'eau qu'on appelle stagnante. C'est-à-dire vivre dans la routine, faire la même chose sur place. Là, vous n'êtes pas digne d'être appelé start-up. Une start-up, c'est l'entreprise comme on a dit. Là, on ajoute une start-up est une personne qui a la volonté d'innover. Qui a la volonté d'innover. Qui a la volonté de changer les choses. Qui a la volonté de présenter quelque chose de nouveau auprès de la population. Qu'est-ce qu'une chaîne de valeur? La chaîne de valeur, c'est la hiérarchie de tous les acteurs d'un secteur économique. Là, je vous ai donné l'exemple. Mon exemple là est un peu muet. Je vais essayer de l'expliquer ici. Vous avez premièrement l'agriculteur. Un villageois là qui fait de l'agriculture. Ça peut être un paysan. Il n'a rien il n'a aucune connaissance de l'entrepreneuriat. Il ne connaît rien sur ça. Il a son champ. Chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? L'agriculteur travaille, il produit. Ça doit passer d'abord par les distributeurs. Les distributeurs, à son tour, doivent prendre le produit là, il l'amène dans des supermarchés.
l'amène dans les supermarchés. Et c'est les supermarchés à son tour qui doivent prendre ces produits-là et amener ça auprès des particuliers. Parce que les particuliers n'ont pas le pouvoir d'aller acheter chez les distributeurs. L'objectif du distributeur, c'est de vendre en très grande quantité. Or, un particulier a besoin d'une petite quantité, juste pour une journée, 2 jours, une semaine, un mois. Maintenant, parce qu'on parle d'une chaîne de valeur, la start-up, quand elle intervient, c'est pour casser, c'est pour détruire la chaîne des valeurs. Qu'est-ce que la start-up fait? Elle arrive, elle réfléchit. L'agriculteur produit. Il ne cherche que les distributeurs pour qu'on lui achète en grande quantité et que les distributeurs à son tour produisent aussi en grande quantité, amènent au supermarché pour que ça vienne là. Regardez. Maintenant, la start-up, quand elle intervient, c'est pour casser ces gens-là. Il les casse. La start-up crée une relation directe entre l'agriculteur et les particuliers. Il crée une relation directe entre l'agriculteur et les particuliers. C'est-à-dire un particulier a la possibilité d'entrer en contact direct avec l'agriculteur pour acheter les produits selon la quantité qu'il voudra. Le terme start-up n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a une histoire. On parlait des start-up, généralement c'était entre 1970 et 1980. Qui sont ceux-là qui étaient considérés comme des start-up? Les start-up généralement étaient des génies, les génies du web. Les génies du web. Quand on parle du web, sachez bien que tout tourne autour de l'Internet. Ça veut dire les génies du web qui étaient capables de concevoir quelque chose dans les micro-informatiques, qui étaient capables de créer des logiciels. Voilà l'importance d'une start-up déjà ici. La start-up, il va couper cette chaîne de valeur dans l'objectif de créer soit une application qui met en relation directe l'agriculteur et les consommateurs, qui est les particuliers. Arrivé à 1980, de 1980 à 1990, on a connu comme start-up les gens qui étaient capables de travailler dans le e-commerce. E-commerce. Vous êtes comptable, vous connaissez ce que c'est commerce, mais quand on ajoute les i, retenez seulement que c'est électronique. Électronique. Les commerces électroniques. Je vous donne un exemple facile de Amazon. Amazon fait la vente, mais électroniquement. Les lunettes que tu portes là, si moi aujourd'hui je veux les avoir, c'est facile d'être en contact avec Amazon. Au lieu d'aller seulement chez Optique, si c'est Shalina Optique, si c'est qui là-bas, je peux entrer en contact direct avec Amazon. On va me fournir les lunettes. C'est ce qu'on appelle le e-commerce, le commerce électronique. Ils ont développé aussi, on parlait du start-up, la personne qui était capable de se développer dans le e-commerce. Pas que dans le e-commerce, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de e-marketing. Marketing, vous connaissez? Oui. E-électronique. Le marketing électronique. Ça veut dire Joël qui tourne à sa marchandise que j'ai vue hier. Maintenant, elle veut vendre la marchandise à toute la population louchoise. Elle vient chez moi, je conçois un site internet, là où je mets la marchandise de Joël qui tourne, même ses coordonnées. Quand un client veut sa marchandise, ça veut dire moi en tant que marketeur de Joël Kitoumé, je dois jouer l'intérim entre Joël Kitoumé et sa clientèle. Ça veut dire ce que moi je vais bénéficier, ce n'est que la commission. Je suis un commissionnaire, mais sur Internet.
On parlait en 1980, de 1980 à 1990 d'une start-up, celui qui était capable de se développer dans les réseaux sociaux. Là, je prends directement le cas de Facebook, tout ce que vous connaissez comme réseaux sociaux, les médias, les portails. Et aujourd'hui, le mot start-up ne se réfère toujours pas à ceux-là qui se sont développés sur Internet. Ça se réfère aussi dans plusieurs domaines. Il y a ceux-là qui sont start-up dans les domaines de finance. Ils sont start-up dans le domaine d'automobile, d'assurance, tout comme de l'éducation. Parce que sur Internet, il y a des écoles, il y a des sites Internet qui vous enseignent, qui vous donnent les cours du début à la fin. Et à la fin, ils vous donnent même une attestation, un document qui sanctionne la fin de vos études sur Internet. Et bien signé. Et là, vous devez payer même le frais académique pour l'intérêt de ces gens-là. Là, si je parle dans le cadre de quoi? De l'éducation. Sachez bien qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être start-up uniquement si vous maîtrisez bien le web. Non. Dans tous les domaines, on peut trouver des start-up. Enfin, une start-up a une capacité de proposer son service sur les qualités de ses agents dans son entreprise. Mais quand il fournit son service, là, il peut avoir plusieurs personnes qui peuvent venir auprès de lui. Ça peut s'étendre, aller plus loin. Là, pour faciliter la compréhension, je vous ai donné un exemple. Le premier exemple, c'est les restaurants. Sachez bien qu'un restaurant ne sera jamais appelé start-up. Pourquoi un restaurant ne sera jamais appelé start-up? Parce que ça a une taille limitée. Je prends l'exemple de Orange. Orange, pour faire que, pas Orange, je m'excuse, Chicken Inn. Chicken Inn, pour faire à ce que son restaurant soit start-up, il envoie ou il appelle les marketeurs, il leur donne le produit, il fait à ce que sa marchandise soit livrée à domicile. C'est pourquoi de temps en temps je vois les demoiselles là de chez Chicken Inn avec le boulot en train de vendre des pizzas, de la pizza ici, en train de vendre de la nourriture là-bas. L'objectif c'est d'être start-up. Mais sachez bien qu'un restaurant, parce que ça a une taille limitée, si c'est 20 places, ça ne restera que 20 places. Même si vous augmentez, vous mettez 50 places, ça ne restera que 50 places. C'est-à-dire, ces restaurants-là ne peuvent pas aller au-delà de 50 places. Où est-ce que tu peux les mettre? Dehors? Point d'interrogation. Le restaurant n'est pas start-up. Je vous donne l'exemple d'une entreprise start-up. Je vous donne deux entreprises. La première entreprise, c'est l'entreprise King. L'entreprise King a fabriqué, a créé les jeux en ligne. Candy Crush. Candy Crush ou Candy Crush, je ne sais pas. C'est vous qui lisez mieux anglais. Ces jeux-là circulent sur Internet. Tout le monde est curieux de jouer à ces jeux-là. Là, c'est une start-up. C'est-à-dire, il est dans sa chambre. Il conçoit un jeu, il prend ça, il le met en ligne. Il est seul, mais il gagne de millions et de millions. Je vous donne l'exemple de l'entreprise Groupon, les Groupon tout comme Amazon, qui propose les marchés en ligne. Ces deux entreprises aujourd'hui, elles ont comme chiffre d'affaires, je ne sais pas comment lire ces nombres-là. Vous pouvez lire? 1 million? 1 milliard de dollars. Là, c'est une entreprise start-up. Et cette entreprise, même quand les entrepreneurs ou les propriétaires de l'entreprise vont mourir, cet argent-là sera partagé de génération en génération. Parce que les entrepreneurs, dès le départ, ils étaient start-up. Voilà. Nous prenons un autre point. Je vous ai parlé de la start-up qui doit innover, qui a les soucis d'innover. Là, c'est une conférence des entrepreneurs ou d'entrepreneuriat. Maintenant, quelle est la différence entre un entrepreneur et un innovateur? Regardez, un entrepreneur, c'est un créateur d'organisation.
on l'appelle aussi porteur de projets. Je sais bien que parmi vous, vous avez des très bons projets. Des très bons même. Dépasser même les projets que moi j'ai ou que les projets que j'avais à votre âge. À votre âge, moi, je n'avais que le projet de bien m'habiller. J'ai fait la photographie, comme Karel est en train de faire ça. Une fois j'ai trouvé l'argent, la première des choses, c'est circuler dans les magasins, citer un beau pantalon, belles chaussures, cravate, costume. C'était ça. Et deuxième projet, c'était peut-être passer à côté des jolies filles comme le Patricia pour qu'elle m'apprécie un peu. Et quand elle m'apprécie comme ça, je suis très content. Mais vous avez de bons projets. C'est par après que j'ai compris que la priorité dans ce monde n'est pas celui de s'habiller. Mais par contre, c'est de laisser à sa génération un héritage. Quel est cet héritage que tu peux laisser? Les habits ici s'amortissent. Ça, on a appris. Je disais, un entrepreneur, c'est un porteur de projets d'entreprise. Il est caractérisé par un comportement gagnant. L'objectif, c'est de gagner. Gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup pour épargner dans l'objectif d'aider la génération qui vient derrière lui. Même si vous sentez que vous êtes seul aujourd'hui, retenez que derrière vous, vous avez une charge, vous avez une grande responsabilité. Vous ne prenez pas soin de cette responsabilité qui vient après vous là, aujourd'hui. Sachez bien que vos enfants risquent de mourir pauvres. Et à votre absence, ils seront des mendiants et des vagabonds parce que leur papa et leur maman les a laissés orphelins. Un entrepreneur, il déploie son projet. Que ce projet soit innovant ou non, mais parce qu'il est entrepreneur, il doit déployer son projet. Il doit provoquer la réunion, la mobilisation des ressources, les ressources humaines, les ressources financières, techniques. C'est-à-dire qu'il doit se battre pour avoir les hommes, les personnels, les agents, pour avoir de l'argent, pour avoir des techniques, des matériels, afin que son entreprise aille de l'avant. Un entrepreneur, il pérennise ses ressources dans le cadre durable d'une organisation. C'est comme ce que je vous ai dit. Vos priorités ne doivent pas être l'habillement ni la nourriture. Vos priorités, c'est d'investir. Et une bonne façon d'investir, c'est investissez d'abord dans vos projets. Ça, c'est un conseil que je peux donner même aux pasteurs. Vous dites que vous êtes pasteur, vous commencez votre église. Sachez bien que la première des choses, c'est penser comment agrandir l'église, penser comment nourrir en parole le peuple de Dieu, penser comment élargir cette église. Même si vous marchez en babouche, mais sachez bien qu'un jour, vous porterez de belles chaussures. L'innovateur, qui est-il réellement? Un innovateur transforme une invention en un produit économique. Ça veut dire qu'il y a une invention quelque part. L'innovateur prend cette invention, il fait à ce que l'invention lui produise de l'argent. Et il a aussi la capacité d'imagination. Il imagine. Hein? Il y a d'autres innovateurs que l'on appelle les gens qui ont les illusions dans leur tête. Il s'est dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand lui-même il parle, il est sûr de ce qu'il est en train de dire. Même s'il n'a aucun moyen, il n'a aucune possibilité d'arriver au bout de ce projet-là. Mais lui-même, il sait bien que parce que je suis innovateur, j'atteindrai mes objectifs. Voilà. Il s'est fait que un entrepreneur peut être en même temps entrepreneur et en même temps innovateur. Mais pour qu'il soit entrepreneur et en même temps innovateur, il y a des caractéristiques à respecter. Des caractéristiques à respecter. À peu près, si on compte bien, c'est combien là en tout? 9, hein? Voilà, 9. Ce sont là les 9
caractéristiques d'un entrepreneur innovateur. La première caractéristique, c'est faire le bilan de ses propres compétences. C'est-à-dire, tu dois savoir, tu dois te connaître qui tu es, tu dois connaître tes limites, tu dois savoir comment est-ce que tu peux, où est-ce que tu es limité, qui est-ce que tu peux chercher pour qu'il vienne te compléter. Tu dois être capable d'être entouré par de personnes compétentes, d'ouvrir son projet à d'autres profils. C'est-à-dire, ne prends pas ton projet là, mourir avec. Tu es au milieu de tes amis, parle de ton projet. Tu es entouré de grandes personnes, explique-le ton projet. Celui-là, c'est déjà la première caractéristique d'un entrepreneur innovateur. Il y a ceux-là qui ont honte d'expliquer leur projet. J'ouvre la parenthèse là. J'étais quelque part dans une église. J'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai eu l'occasion de me rencontrer avec une femme aussi, elle est entrepreneur. La femme là me dit quoi? Monsieur, moi que vous voyez là, j'ai des projets, et mon projet il est fin prêt. Il suffit seulement que j'ai de l'argent. Une fois j'ai de l'argent, je démarre. J'ai essayé de déposer la question, c'est quoi votre projet? Ah papa, non. S'il vous plaît, là je ne peux pas vous expliquer. Il dit pourquoi? Il dit vous risquerez de me voler mon projet. Sachez bien que quelqu'un peut voler votre projet. Il peut essayer de vous imiter, mais il ne prendra jamais votre tête. S'il veut faire les choses telles que vous-même vous imaginez, il faut qu'il coupe aussi votre tête, qu'il mette à sa tête. Qu'il coupe son cou et qu'il met à son cou votre tête. Là, il va arriver à réaliser les choses telles que vous-même vous réfléchissez, telles que vous-même vous concevez. C'est pourquoi n'ayez jamais honte ou peur que quelqu'un risque de voler mon projet. Parlez, écrivez. Tous vos projets, parlez, écrivez. Deuxième caractéristique. On suppose que vous êtes innovateur, vous n'êtes pas entrepreneur. À partir de là, vous devez acquérir l'esprit d'entreprendre. Étudier s'il le faut. Moi que vous voyez là, je n'ai jamais été entrepreneur. Je ne suis jamais passé par ces chemins-là. Les études, les mathématiques, informatique, c'est tout. Mais quand je me suis lancé dans ce domaine ici, j'ai vu que non, c'est un domaine glissant. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre. Apprenez des stratégies de gestion, du risque, du stress. Hein? Un entrepreneur doit apprendre à maîtriser ses stress. Hein? Il doit apprendre à risquer. Hein? Qui ne risque rien n'a rien. S'il faut aller vous rencontrer avec Joseph Kabila, le président de la République, lui parler de vos projets, vous trouvez cette opportunité-là, ne laissez pas, attaquez-le. Monsieur, s'il vous plaît, je vais vous parler de mes projets. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Si vous avez l'occasion de passer par les gouvernorats, voir les gouverneurs, lui parler de votre projet, prenez ces risques-là. Parce que dans la vie, plus vous diminuez les risques, qui doit vous acheter vos produits, vos offres là, qui doit les acheter? Vous les ciblez, vous ciblez vos clients, c'est là l'enseignement. Vous dites, moi ce sont les enfants de 0 à 12 ans. Ok. Moi ce sont les chefs d'entreprise. Je vais commencer à viser le chef d'entreprise. Moi ce sont les élèves. Je vais passer dans les écoles. Déterminez ça ici. Après là, quelle doit être votre relation avec vos clients? En parlant de la relation, on est déjà dans l'autre case. Retenez que la première partie est là, deuxième partie, troisième partie. En parlant des relations, on est là-bas. C'est-à-dire quel type de relation chaque segment des clients attend-il de l'entreprise? Listez le type de relation client, comment la relation client s'intègre-t-elle au reste du modèle économique, quel en est le coût?
C'est-à-dire ce qui va vous permettre d'être en contact avec vos clients, c'est quoi? Par téléphone, ou bien la communication de bouche à l'oreille, être en présence de vos clients, essayer de causer avec eux. Est-ce que c'est ça vraiment vos moyens? Et ça va vous coûter combien? S'il faut quitter dans son bureau, aller en contact ou être en contact direct avec vos clients, ça va vous coûter combien? La question est posée là-bas. Canaux de distribution. Vous avez vos produits, vous avez vos services. Comment est-ce que vous allez commencer à distribuer maintenant vos services? Supposons que vous produisez la pizza. Comment est-ce que vous allez commencer à distribuer la pizza? Sur la moto, précisez là-bas. Okay, je vais commencer à distribuer sur la moto. Nous avons besoin de la moto, nous avons besoin d'un véhicule, nous avons aussi besoin des agents. Hein? Quels sont les canaux privilégiés? Quels sont les canaux les plus adaptés aux habitudes des clients? Qu'est-ce que vos clients veulent? Par quels moyens ils veulent que... Supposons que c'est une entreprise qui vend des immobiliers. Par exemple, le meuble. Vous achetez le salon. Comment est-ce que vous allez distribuer? Quelqu'un vient d'acheter le salon chez vous à la maison. Est-ce que la personne là, elle-même, elle va réfléchir comment se chercher une camionnette qui va lui permettre d'amener les chaises ou les meubles chez lui à la maison? Non. L'entreprise doit déjà réfléchir ça dans le canal de distribution. Peut-être le prix normal de meubles, supposons c'est 1000 francs. Si vous savez bien que le transport va coûter à l'entreprise 500 francs, au lieu de mettre 1000 francs, mettez 1500. Là, les clients payent 1500. Lui-même ne se rend pas compte qu'il a déjà payé pour son transport. On lui dit non monsieur, on vous garantit déjà un transport gratuit. On met tout. Ah là, il est très content. Quand il est parti, le client va faire campagne, va battre campagne pour votre entreprise. Non, tu vas acheter le meuble, va dans l'entreprise des Kassongo. Parce que là-bas, il y a même un moyen de transport disponible. Tu ne vas pas réfléchir comment trouver le moyen de transport. Voilà. Là, c'est dans le canal de distribution. Après ici, 1, 2, 3, 4. On a retenu, hein? Oui. 1, 2, 3, 4. Après ici, vous devez aller là-bas. Les partenaires clés. Qui sont vos partenaires? Même si l'entreprise n'a pas encore commencé, imaginez-vous déjà qui seront vos entreprises potentielles et vos partenaires potentiels. Ceux-là qui vont vous fournir peut-être vos produits. Supposons comme hier, j'ai vu les élèves de l'âge d'or fabriquer des yaourts. Ils ont fabriqué. Mais avant de fabriquer ça, ils ont besoin du sucre, ils ont besoin de yaourt nature, ils ont besoin de l'eau. Si c'est une entreprise qui veut fabriquer les yaourts, cette entreprise doit être en partenariat plutôt, avec la régie des eaux pour lui produire de l'eau. Ça doit être en partenariat avec un magasin, une entreprise qui produit du sucre en grande quantité. Ça doit être en particulier avec une entreprise qui produit les yaourts nature. Là, c'est le partenariat. Activités clés. Là maintenant, quelles sont les activités clés nécessaires pour produire l'offre? C'est-à-dire les éléments qui vous permettront de produire l'offre que vous avez énumérée là-bas. Le coût que cela peut vous donner, peut vous coûter, ça va coûter combien? Quels sont les éléments qui vont vous permettre d'être en relation directe avec vos entreprises et avec vos clients plutôt? Par après, vous avez les ressources clés de production pour votre entreprise. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez sur place? Vous avez quoi? N'oubliez pas que le personnel, les agents, font partie aussi des ressources de l'entreprise. Parce que s'il n'y a pas les agents, sachez bien que cette entreprise-là ne pourra jamais travailler, ne pourra jamais fonctionner. Il faut la présence des agents. Je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après 7, vous descendez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après 7, nous sommes là. Structure des coûts.
quels sont les coûts, les dépenses? Le coût le plus important que l'entreprise doit générer. Vous avez besoin de quoi pour démarrer votre entreprise? Vous devez lister. Nous avons besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Source de revenus. Votre entreprise va se mettre à travailler. Maintenant, elle va commencer à gagner en quoi? Ou en faisant quoi? C'est là. En faisant quoi? Vous allez gagner quoi? C'est ça. Les sources